Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu sur TV Fil, le journal de la rédaction. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Et dans l'actualité du jour, justement, irresponsable, illégitime, l'opération de blocage des axes routiers en région parisienne ce matin par les agriculteurs a fait réagir la classe politique et les usagers. Des agriculteurs en colère contre l'écotaxe et plus généralement contre la politique menée actuellement. Nous les entendrons dans un instant. La 14e édition de la semaine École-Entreprise, c'est jusqu'à demain l'occasion de sensibiliser collégiens et lycéens au monde de l'entreprise à travers des échanges sur ses valeurs. Parmi les opérations, une visite à Trappes pour des jeunes élèves dans l'entreprise Volvo. Et puis l'émission Masterchef sur TF1 rencontre toujours un vif succès pour son édition 2013. L'une des candidates a grandi dans les Yvelines, Marie-Hélène Mahé. Avant de participer au prochain numéro vendredi, elle est ce soir l'invitée du 7-8 L'Actu. L'image du jour, ce sont ces voitures sur la Nationale 10 en pleine manœuvre des demi-tours à hauteur de l'hôtel de ville de Trappes pour ces automobilistes cherchant peu avant 10h30 ce matin à contourner le barrage en place par les agriculteurs. Les agriculteurs qui souhaitaient ainsi obtenir la démission de leur ministre Stéphane Le Foll et dénoncer également les hausses des charges sociales. C'est d'ailleurs l'ensemble de la profession en Ile-de-France qui était mobilisée. On va détailler cette matinée d'action dans un instant. Je vous propose tout d'abord d'écouter le représentant du syndicat agricole FDSEA. L'agriculture céréalière en France est un vecteur économique extrêmement important et M. Le Foll n'en tient pas compte. Demain, si nous ne vivons plus de notre métier, c'est tout le secteur amont et aval de l'économie française qui va s'écrouler au niveau du milieu agricole. Voilà, c'est très simple comme message et c'est un message qu'il faut absolument que les gens arrivent à comprendre. Les agriculteurs franciliens qui étaient donc mobilisés en Ile-de-France, 7 points de blocage ce matin, dont 3 rien que dans les Yvelines, à hauteur d'Épône, de Mantes, mais on vient de le voir également sur la Nationale 10, entre Rambouillet et Trappes, ou encore la Nationale 12 vers Jouarre-Pontchartrain, en venant de Dreux. Le point sur cette mobilisation avec les équipes de la rédaction. Une Nationale 12 bloquée, on ne passe plus ce matin à hauteur de l'échangeur de Naufle-le-Château. Il est 7h30, les premiers tracteurs sont partis de l'Eure-et-Loir vers 4h du matin. Les forces de l'ordre sont partout, un secteur aussi observé de près par des drones. La consigne est claire, pas question de laisser les engins se diriger vers Paris. Une cinquantaine d'agriculteurs venus protester contre la hausse des charges. Jérôme Regnault est céréalier depuis 2000 à Plaisir. Il a repris l'exploitation de son père et depuis les coûts s'accumulent. Je rembourse, point. Heureusement qu'on est des professions libérales, donc on vit sur nos exploitations, on vit aussi un peu sur nos charges, etc. Mais par contre, vous ne dégagez plus de richesse, vous ne faites plus rien. Cette année, on a cultivé du maïs pour faire 0. Le maïs, alors des rendements quasiment records, hein. On fait 0 sur nos exploitations. Les charges des céréaliers, ils ont, elles, quasi triplé. Et pas à cause des coûts de production, à cause des charges. Aujourd'hui, sur nos exploitations, alors qu'on est malheureusement très peu nombreux sur les surfaces qu'on fait, notre première charge, c'est la charge sociale. Il faudra nous l'expliquer, c'est pas possible. 7 points de blocage en Ile-de-France, dont 3 rien que pour les Yvelines. Les organisateurs se félicitent de la mobilisation et clament leur ras-le-bol. Un gros ras-le-bol fiscal, un gros ras-le-bol du ministre, un gros ras-le-bol de cette décroissance, un gros ras-le-bol de voir ce pays qui n'avance plus, qu'on ne crée plus d'emplois. Alors le secteur agricole est touché, mais on sait bien que c'est tous les autres secteurs d'activité de la France qui est par terre. Il faut absolument que M. Hollande entende le bon sens agricole. On va dans le mur, pour que nous on le voit, les petits d'en bas, là-haut, il faut quand même qu'ils ouvrent les yeux, c'est pas possible de tenir comme ça. Vers 9h30, les forces de l'ordre organisent le départ des voitures. Elles prendront la Nationale 12 à contresens. Si tu veux, tu vas prévenir les gars là-bas qui vont chauffer les tracteurs. 10h, la décision est prise de lever le blocus. Les tracteurs reprennent leur route, direction cette fois la Nationale 10 pour rejoindre un autre cortège parti lui des Essarts-le-Roi. Les tracteurs se retrouvent à hauteur de la Verrière, puis de Trappes vers le Pavillon Bleu. Il est maintenant 10h30, la situation est totalement bloquée. Seuls quelques scooters peuvent passer. Les automobilistes prennent leur mal en patience, même si pour certains c'était très difficile d'aller travailler ce matin. On peut comprendre leur manifestation, mais de l'autre côté, on est pénalisé également parce qu'on doit partir travailler. On a plein de contraintes qui font partie. Donc, mais on subit comme tout le monde et on attend, on patiente.
On prend, mais c'est pas normal qu'on soit pris en otage, au fait. Donc, tant plus que, malheureusement, ils défendent leur pain, comment dirais-je, mais qu'est-ce qui paye tout ça? C'est le contribuable, quelque part. Donc, nous sommes nous-mêmes pris en otage. En fin de matinée, les automobilistes sont invités à prendre la nationale à contresens. Opération blocage des routes réussie et les agriculteurs ne veulent pas lâcher la pression. Une manifestation nationale est prévue le 29 novembre. Les fédérations présentes ce matin appellent les différentes corporations à se regrouper entre elles. Et cette journée de mobilisation a été endeuillée. Un pompier de 29 ans se rendant à son travail dans le Val d'Oise a trouvé la mort en percutant un camion à cause des ralentissements causés par ces barrages agricoles. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministre délégué au transport, Frédéric Cuvillier. Une enquête a été ouverte. Un jeune qui a sûrement dû perdre un peu son sang-froid, qui a pris une bande d'arrêt d'urgence, chose qu'on ne doit pas faire. Malheureusement, c'est intervenu sur un ralentissement. Le milieu agricole le déplore. Malheureusement, on n'est pas responsable de tous les accidents qui peuvent avoir lieu en Ile-de-France. Les gens du Val d'Oise ont levé par décence leur barrage. Nous, on est resté extrêmement sobre dans notre intervention, justement un peu en mémoire de cette personne qui est décédée sur la route. C'est toujours très dramatique. On quitte le monde agricole et ses revendications pour celui de l'entreprise. Renforcer les liens avec l'école est devenu une priorité. C'est dans ce cadre que se tient la semaine école-entreprise. C'est même la 14e édition. Pas question ici de stage d'observation pour les collégiens, mais plutôt des échanges avec les professionnels. Exemple sur l'une des opérations Attrape dans les locaux du constructeur automobile Volvo, Claire Cambier et Jonathan Villeman. Ces élèves de 3e du lycée Henri Matisse à Trappes ont quitté ce mercredi leur salle de classe. À la place d'un cours théorique, ils ont visité l'entreprise Volvo. Dans un premier temps, une explication de l'activité de la société et de ses métiers, principalement dans le domaine de la maintenance. C'est un métier où on va vous demander de réfléchir. Deuxième étape, l'atelier où les techniciens du groupe s'occupent de réparer ou d'entretenir ces gros engins de travaux publics. Un cours pas comme les autres et le concept semble intéresser les élèves. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre des métiers et ça nous aide pour plus tard, pour notre avenir. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une troisième découverte pro, donc comme ça on découvre plein de métiers et je trouve ça intéressant. Malgré quelques flocons, les élèves les plus intéressés visitent le parc des machines. Certains découvrent ici de nouvelles perspectives d'avenir. Je ne savais pas que Volvo avait une marque avec des engins. Et je connaissais que les voitures. Pour l'instant, j'ai envie de faire un mécanicien auto. Et peut-être que plus tard, mécanicien d'engins, comme ça. Objectif atteint pour l'entreprise, car son activité principale, la maintenance TP, est trop souvent méconnue du grand public. Nous, on fait ces actions-là parce qu'on a besoin de remplir nos filières. On a vraiment un manque de techniciens. Quand on en cherche, des fois, on met 6 mois à trouver un bon technicien. Un secteur qui recrute et qui propose aux débutants un salaire de base de 1 700 €. Quand l'économie veille à prendre soin de l'environnement, l'entreprise Autocar Dominique commercialise depuis peu Big Green, depuis Buc, et c'est un succès au point de faire de l'ombre à la RATP, le concept des minibus 100% électriques. Olivier Maniscalco. Le 15e est une colline. On doit toujours monter quand on va vers la porte de Versailles, quelle que soit la solution empruntée. Donc celle-là est bien. C'est un peu spécialisé pour les gens vraiment avec la mobilité réduite, avec le, je sais pas quoi, petite trajectoire entre deux rues presque. Pour Marie et Valentin, le courant semble passer avec les minibus électriques Big Green. En circulation depuis un mois dans le 15e arrondissement de Paris, ces petits véhicules colorés et silencieux ont réussi un gros coup, détrôner pour la première fois depuis 1949 la RATP sur le pavé parisien. Propriété de l'entreprise Autocar Dominique, basée à Buc, les bus Big Green sont le fruit d'un investissement risqué. Patrick Minucci, PDG de la société, prend le pari d'en acheter 3 au constructeur italien Zeus Breda en novembre 2009. Il les propose dans la foulée à ses clients. Le ministère de la Santé, Microsoft, Safran, France Télévisions et maintenant la mairie du 15e, tous se montrent séduits et adhèrent au projet Big Green. Tous ces clients ont été conquis. Nous avons pu leur proposer une alternative électrique à ce qu'ils avaient jusqu'alors, à savoir du transport thermique équivalent. Mais aujourd'hui, nous sommes en transport propre avec du zéro d'émission de CO2. Les politiques commencent à mettre des feuilles de route qui me paraissent un peu durables. Donc ça, c'est une des grosses clés parce que les industriels ont besoin d'un feu vert
dans la durée pour construire des véhicules. Ils savent le faire et je pense que c'est bien parti. Tout ce qui concerne le ramassage de personnel de proximité, le transport dans les collectivités locales, en hypercentre notamment, peut être parfaitement exécuté avec ce type de matériel. Donc effectivement, c'est une partie de l'avenir du transport collectif, donc avec ce transport propre. Déjà installée en région à l'île de Ré, dans les Pyrénées et les Alpes, l'entreprise yvelinoise va continuer son développement, notamment en Île-de-France et dans de nouveaux arrondissements parisiens. Avec un parc d'une vingtaine de bus 100% électriques, BeGreen se positionne en tout cas déjà comme le leader européen en la matière. On passe à l'invité de ce journal, Marie-Hélène Mahé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate de l'émission Masterchef sur TF1. Vous faites partie des 6 participantes encore en lice. On vous retrouvera donc vendredi soir pour un nouveau numéro de nouvelles épreuves. On va tout de suite préciser les choses parce que vous êtes présentée comme une candidate venant d'Amiens. C'est Oui. là effectivement où vous résidez, vous travaillez, mais vous avez grandi dans les Yvelines. J'ai grandi dans le les Yvelines, département, voilà, au Chênay. Vous avez fait vos études à Versailles au lycée, 50 ans en Yvelines pour l'université, étudiante en lettres modernes. On est loin de la cuisine. Pourquoi les lettres? Pourquoi les lettres? Parce que je suis journaliste dans la vie, donc voilà pourquoi les lettres. Et pourquoi Masterchef? Tout simplement parce que j'aimerais être journaliste culinaire. Voilà. Il fallait concilier les deux passions, faire ensuite d'un métier également cette passion pour la cuisine. Elle vient d'où cette passion pour la cuisine? Elle vient de l'enfance, tout simplement, comme beaucoup, je pense. C'est cuisiner avec ma grand-mère au début, avec ma maman, des biscuits, des gâteaux, des choses pas compliquées au début. Puis après, à l'adolescence, j'ai pas mal cuisiné aussi avec mon frère, des choses plus ou moins réussies. Et après, moi-même, toute seule, voilà, je peux passer des heures en cuisine, ça me dérange pas. Alors, vous souhaitez concilier cuisine, journalisme, vous nous l'avez dit, devenir journaliste culinaire. Est-ce que ça vous a ouvert des portes jusqu'à présent, ce passage dans l'émission Masterchef? Pour le moment, c'est vrai que je suis très concentrée sur l'émission en elle-même. J'ai des idées, j'ai des projets. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à ce qu'on les entende, à ce qu'on m'écoute. Pour le moment, ça en est encore au stade d'écriture de projets. Mais ça a facilité les projets? Est-ce que c'était difficile auparavant lorsque vous vouliez vous lancer justement dans le journalisme culinaire? Jusqu'à présent, c'était plutôt non et vous vous êtes dit, je vais utiliser un autre biais? C'est vrai que c'est un milieu qui fait envie, donc je ne suis pas la seule à vouloir le faire. Il y a beaucoup d'appelés. C'est ça, peu d'élus, voilà. Donc j'espère que d'avoir participé à cette émission va m'aider, bien sûr. Mais au-delà de ça, ça a confirmé aussi mon envie. C'était un peu le test. Masterchef 4e saison, vous étiez adepte de cette émission? Vous la regardiez? Je regardais, oui. Et je me disais, comment c'est de vivre de l'intérieur? Maintenant, je le sais. Vous allez nous dire tout à l'heure comment c'est justement de l'intérieur. Lors de votre présentation dans cette émission, vous expliquiez que votre truc, c'était plutôt la pâtisserie. Vous auriez aussi pu faire meilleur pâtissier. Ah oui, meilleur, oui. Enfin, moi, je suis assez polyvalente finalement. Et quand je regarde le meilleur pâtissier, parce que je regarde aussi, je me dis, eux, ils sont vraiment très pointus quand même. Bon, moi, je fais de très belles choses, mais je dirais que je suis assez polyvalente entre la cuisine et la pâtisserie. Entre le salé et le sucré. On va juste faire une petite pause. Vous allez nous dire comment ça se passe de l'intérieur, comment sont les chefs, les jurés avec vous. Auparavant, notre question du jour. Appréciez-vous, êtes-vous fan de ces différentes émissions culinaires? Vos réponses? Avec Faustine Bollard, là, sur les gâteaux, c'est axé sur la pâtisserie. Parce que ça apprend plein de choses et puis ça permet de voir qu'il y a des gens novices qui savent faire de la pâtisserie de façon exceptionnelle. Alors, il m'est arrivé de regarder, mais pas de façon assidue, je dirais. Et je préfère aller au restaurant que de m'aventurer dans la cuisine. Toutes celles qui parlent de recettes et qui sont explicatives surtout, parce que j'adore cuisiner. Lesquelles, j'ai pas de titre en tête, mais j'aime bien les carnets de Julie par exemple, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça ne m'intéresse pas, c'est la compétition qui ne m'intéresse pas. Je préfère voir les recettes tout simplement, mais bon, tout ce qui est sur TF1 ou M6, toutes ces choses-là, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Top Chef, c'est comme ça? Ouais, voilà. Ouais, c'est intéressant, oui, j'aime bien, de temps en temps, ça change. Qu'est-ce que vous aimez dans ces émissions? Le dynamisme des gens, pour réaliser quelque chose de correct. Non, je ne regarde pas. Pourquoi ça vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas, non. Pourtant, j'aime bien la cuisine, j'aime bien manger, mais non, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, malgré tout, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, parce qu'il y a l'aspect compétition aussi. Il y a vraiment cet aspect compétition de l'intérieur. Comment vous le vivez? Il y a une rivalité entre chacun des candidats? Moi, je dirais que la compétition, je la ressens dans l'atelier. Quand on a une nouvelle épreuve, on nous demande de cuisiner, là, on ressent la compétition. Sinon, en dehors, moi, personnellement, non.
Voilà, je me suis fait des amis hein, quand même. On n'est pas là uniquement pour se tirer dans les pattes. Pas que des ennemis? Non, 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 pas d'ennemis. Voilà, pas non plus les amis avec tout le monde, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais je me suis fait des très belles amitiés et ça reste un concours. Voilà, il y a un seul gagnant, mais on est des adultes, c'est-à-dire qu'on a beau s'apprécier, voilà, une fois qu'on est dans l'épreuve, on sait très bien que personne ne se fera de cadeau. Le public qui apprécie globalement, on l'a entendu, hein, ces émissions de cuisine. D'ailleurs, en ce moment, vous allez le rencontrer. Ce public, hier, vous étiez à Vélizy 2 au centre commercial pour des animations. Lors d'un village des saveurs, dans un centre commercial, vous avez réalisé quoi ? Bah, comme demain, j'y serai encore donc vendredi, demain de 11 à 13. Et donc, je vais proposer de la pâte à choux, crème pâtissière et caramel, donc des bases, mais qui permettent de réaliser beaucoup de choses. La pâte à choux, on peut faire du sucré, du salé, les gougères, par exemple, au fromage ou au saumon. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Généralement, les choux, ça a la cote en soirée, ça part. Noël arrive bientôt. Voilà, quelques idées de recettes. Bah, voilà. Dans ce village des saveurs, avec votre démonstration, nouvelle démonstration, vous l'avez dit, c'est vendredi entre 11h et 13h. 11 et 13. Entre 11h et 13h. Les gens vous demandent quoi ensuite? Ils viennent vous voir pourquoi? Parce Bah, que pour demander des conseils, pour vous oui, demander comment ça demandent- se passe cette émission Oui, ils posent des questions sur l'émission, bien sûr. Qui va parce gagner cette année? Ah, ça, ils peuvent poser la question. Après, je ne répondrai pas. De toute façon, personne ne sait. Mais non, c'est plus des conseils aussi. Une dame qui est venue me voir, voilà, elle me fait, je fais une tarte aux fraises. Comment faire briller mes fraises pour qu'elles restent brillantes? Donc, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, on échange sur la cuisine et c'est tout ce que j'aime justement dans la cuisine, c'est échanger. Et on me demande en régie, je vais tout vous dire, c'est comment on fait? Ah, pour faire briller les fraises. Voilà, parce qu'on prend des notes en régie. Ah oui, non, bah, on peut acheter dans le commerce, il existe des gelées qu'on coule sur les tartes, mais moi je trouve ça pas bon, c'est très épais, voilà. Moi je prends tout simplement de la confiture groseille ou abricot que je dilue avec un peu d'eau et au pinceau je nappe les fruits et du coup ça donne une brillance, voilà. Voilà, c'était le conseil Masterchef de la soirée dans ce journal. On traite décidément de tous les sujets ce soir. Ceux qui ne pourront pas aller au centre commercial Vélizy 2, ils auront aussi l'occasion de goûter à votre cuisine, cette fois-ci à Montigny-le-Bretonneux, puisque le patron du bistrot du théâtre vous a ouvert sa cuisine. Vous allez préparer le menu du 28 novembre. Vous connaissez cet établissement lorsque vous étiez étudiante à Saint-Quentin. Vous y êtes retournée cette fois-ci pour préparer ce menu du 28. Ce sera quoi ce menu du 28? Alors c'est un menu qui me ressemble, voilà. J'ai voulu faire des plats que les gens goûtent ma cuisine. Donc en entrée, il y aura un feuilleté chèvre échalote confite avec un mesclin acidulé. Ensuite, on passe à la blanquette de veau à l'ancienne, puisque par le pur des hasards, j'ai dû la cuisiner 2 fois dans l'émission et que du coup, c'est devenu un peu un plat phare de ma cuisine à mes dépens. Mais bon, j'adore la blanquette de veau, voilà. Et en dessert, un basique, un moelleux au chocolat avec du caramel beurre de micelle. Et si vous voulez, vous pouvez encore réserver, bien sûr, pour cette soirée à Montigny-le-Bretonneux au bistrot du théâtre. Vous capitalisez bien sur cette notoriété naissante, centre commercial, cette opération au bistrot du théâtre. Ça vous a ouvert d'autres perspectives? Oui, bah c'est vrai que du coup, on nous ouvre les portes de restaurants. Voilà, on va cuisiner avec des professionnels. Moi, personnellement, à chaque fois, je suis très heureuse. Je suis allée du côté de Bordeaux le week-end dernier. J'ai cuisiné avec 4 autres candidats qui sont donc des amis. Mais voilà, on est des amateurs, donc on ne se met pas en avant, rien du tout. Moi, je continue à apprendre justement en faisant ce type de soirée parce que je suis au contact de professionnels. Moi, j'ai la passion, j'ai l'envie, le travail bien fait. Vous n'avez pas peur que ça s'arrête aussi, que la notoriété disparaisse rapidement? Moi, c'est pas la notoriété qui m'intéresse. Voilà, c'est toujours très agréable le retour des gens. Mais moi, c'est pas voilà, qu'on parle de moi pour faire le buzz, entre guillemets. Je veux que ça se transforme en travail, réellement. Comment ça se passe? C'est la question que tout le monde se pose. Je ne vous l'ai pas encore posée. Comment ça se passe de l'intérieur? Les chefs sont-ils si méchants? Non. Non, les chefs ne sont pas si méchants. Quelquefois, ils mettent un petit peu de pression. Mais ils en mettent parce que c'est normal, parce qu'on n'a pas le temps non plus de traîner. Hein. Et puis, ils ont envie qu'on s'améliore. Donc, quelque part, les réflexions, les remarques, elles sont là pour nous faire aller de l'avant. Et moi, j'ai toujours bien pris les choses. Et de toute façon, quand ils nous disent quelque chose, ils ont raison. Hein. Marie-Hélène Mahé, je vous propose de rester encore un petit peu avec nous. On va regarder ce reportage à présent d'un autre concours de cuisine qui s'est déroulé dans les Yvelines. 4 candidats, cuisiniers amateurs, présélectionnés pour participer à ce battle. C'était au Palais des Congrès à Versailles. À partir d'un produit phare, ils avaient seulement 15 minutes pour préparer, cuire, dresser et présenter au jury leurs recettes. C'était l'occasion de lancer une opération Goût d'Yvelines dans le département.
Beaucoup de concentration pour David. Il est breton et vient participer au premier battle de cuisine organisé dans le cadre de l'opération Good Evening. Ce négociateur immobilier est un passionné de cuisine, présélectionné sur Internet. Il a envie de bien faire. C'est une passion. Après un tremplin, pourquoi pas. La vie est faite d'opportunités. Donc aujourd'hui, c'en est une. Face à lui, Francis. Lui est de Lyon. Il a déjà participé au dîner presque parfait. Dans la vie, Francis travaille dans une agence de publicité. 4 cuisiniers amateurs qui doivent préparer des recettes en 15 minutes seulement à partir de produits locaux. Un fromage frais de Saint-Rémy-les-Chevreuses, des champignons de Paris de Montesson et du miel des Yvelines. C'est des produits quand même particuliers à travailler, à sublimer. Et du coup, il faut vraiment faire preuve d'imagination et d'essayer de trouver à la fois d'originalité peut-être dans les mélanges et les saveurs et trouver peut-être 2-3 astuces qui peuvent être techniques, qui peuvent permettre de se démarquer. Mais c'est vrai que ça va très très vite, quoi. À leur côté, pour les conseillers, de vrais chefs. David est épaulé par Laurent Trochin, installé au Tremblay-sur-Mauldre, et le restaurateur le reconnaît, la cuisine est une valeur sûre. On aime le produit, on aime le bon produit et on aime manger. Et de plus en plus, on a vu revenir en même temps les ménagères refaire à manger. Aujourd'hui, des cuisiniers amateurs font aussi bien ou mieux, je veux dire, que certains restaurants. C'est pour ça que certains désertent les restaurants parce qu'ils trouvent qu'ils font assez à manger chez eux. Parmi les conseils que Laurent a distillés ce jour-là, surtout s'amuser et prendre du plaisir. Les joutes culinaires ont été remportées cocorico par une Yvelinoise, Lorcane de Villizy. L'opération Good Evening se poursuit jusqu'au 1er décembre avec des ateliers de cuisine et des menus spéciaux, toujours à partir de produits locaux. 15 minutes avec des produits locaux, c'est faisable? Est-ce qu'il y a un produit dans le département que vous aimeriez cuisiner? On a eu une épreuve sur les produits Île-de-France, la volaille et le boudin. Mais c'est vrai que le boudin noir, j'aime beaucoup le travailler. Ouais. Merci Marie-Hélène Mahé, qui est donc candidate Masterchef cette saison sur TF1 vendredi soir, vendredi midi au centre commercial Vélizy 2 et puis également pour ce village des saveurs et puis également le 28 novembre au bistrot du théâtre. J'ajoute que vous serez même ce week-end à Disneyland, non pas pour les loisirs mais pour accompagner des enfants. Oh, ça va être une journée de loisirs quand même, hein. Ça me fait très plaisir d'y aller en tout cas. C'est une opération organisée par l'association Le Secours Populaire. Le Secours Populaire. Ouais. Merci à vous. Merci et bonne chance pour la suite de cette compétition. Autre sujet pour terminer ce journal, on parlait cuisine, on va parler sport maintenant, hein. Le sport scolaire qui se porte bien, c'est même la 3e instance sportive en nombre d'adhérents en France avec plus d'1 million de licenciés derrière la fédération de football ou encore celle de tennis. 500 de ces adhérents à l'UNSS sur ce secteur couvrant Elancourt jusqu'à Coignères se sont retrouvés en cette fin de semaine. Le reportage, les images de cette compétition. 6 courses à pied par catégorie d'âge pour départager les représentants du district UNSS couvrant les collèges d'Elancourt, Coignères ou encore de Trappes. L'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire qui depuis 1932 promeut la valeur éducative du sport et l'apprentissage de la vie associative par les élèves. Le cross dans le district de Maurepas, en fait, on considère nous les profs EPS que c'est un des temps forts de l'année pour les élèves qui sont licenciés dans les collèges. Et le deuxième temps fort, ça concerne le raid du NSS qu'on organise à la base de loisirs en fin d'année. Et donc là, nos AS ne fonctionnent pas aujourd'hui, mais on demande à tous les licenciés de venir et de participer pour réussir cette course. Au total, 500 élèves se sont affrontés ici au parc Cousteau de la Verrière autour de ces idées de compétition et de responsabilisation. Et ils ont pris les choses très au sérieux, au départ comme à l'arrivée. Ça va être dur parce que déjà de l'autre côté aussi, c'est dans l'herbe et ça glisse. Donc après, il faudra se méfier pour ne pas se tordre la cheville et tout. J'ai couru 4 km tous les week-ends, des choses comme ça, et voilà, après j'attendais que ça va donner. J'étais pressée de faire ce cross-là pour voir ton niveau. Voilà mon niveau. Le journal revient demain vendredi. Il sera notamment question dans ce point sur l'actualité locale de l'avenir du centre commercial SkyWest à Montigny-le-Bretonneux. Le projet de refonte baptisé Carré Privé Ouest autour du luxe à prix réduit serait abandonné. Les propriétaires Amerson et Codic de ce projet de rénovation parlent eux d'ajournement en raison de recours. Il est maintenant question de rapprochement de SkyWest au centre historique Espace Saint-Quentin possédé par la même compagnie. C'est la fin de ce journal, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous nous suivez en direct, vous avez rendez-vous à présent avec Claire Cambier pour Fileco.